Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes the Podcast, je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte et aujourd'hui je suis avec mon cher ami Rafik Djoumi. Hello camarade. Salut Rafik. Pour parler de Police Story 3. Super Cop. Super Cop. En fait, on n'a jamais parlé de Jackie Chan dans cette émission. Ah. Je vais y revenir après. C'est parce qu'il n'a pas les bras assez gros pour l'exégèse des gros bras. Voilà, tu vois. Mais avant, en fait, de parler de tout ça, on va quand même faire un petit... on va quand même remercier une fois de plus, en fait, tous les gens qui ont, qui ont financé, précommandé, financé en fait le numéro de John Woo qu'on a entre les mains. C'est la première émission qu'on enregistre dans laquelle en fait on l'a reçu, ça y est, on l'a là. Il brille. Voilà, il brille, il est doré. C'est pour refléter le superbe flingue de Cage dans Volte-Face, dans Volte-Face, pardon. Et voilà, en fait, c'est pour remercier tout le monde, c'est pour dire que le numéro arrive prochainement en magasin, dans les librairies, les bonnes librairies qui l'auront commandé, mais que en fait, tout simplement, le fait que tous ces gens qui l'ont précommandé, ça nous a permis en fait d'avoir une visibilité sur ce que un numéro comme celui-là peut fédérer comme envie chez nos lecteurs, quoi. Parce qu'à chaque fois, on se pose la question. Enfin, quand tu nous as parlé la première fois du numéro de John Woo, il y avait l'envie de le faire. Elle est un peu évidente. En plus, toi, tu avais une revanche à prendre. Dont tu parles dans ce numéro. Mais nous, on n'est jamais sûr. Est-ce que les gens seront là? Donc, le fait que les gens soient là, bah ça encourage. Donc là, tu es déjà en train de travailler sur le prochain. On travaille sur le prochain. Et donc, voilà, on peut le spoiler. On en avait parlé rapidement dans un live spécial, en fait c'est sur Tony Scott. Ouais. Et là ça se fait en fait avec le concours de beaucoup de ses collaborateurs. Ces collaborateurs que tu fais chialer régulièrement. Fois, ouais. Mais le fait est, voilà. Pas moi, c'est Tony. Que si c'est bien parce que la communauté est au rendez-vous, que nous ça nous encourage à moins nous poser de questions et à se dire oui on a le droit de faire ce qu'on fait, et du coup ben voilà, après Tony Scott il y aura probablement un autre numéro qui va se mettre en place. Donc c'est même sûr, ça c'est déjà j'en parle pas parce que c'est pour la fin de l'année, mais non, et puis ça commence à faire une petite collection là quand tu les poses dans ta bibliothèque là, c'est voilà, 1 2 3 faire joli, 1 2 3 ouais, et il y aura Tony Scott, ça le 4e, il y en a un 5e déjà en préparation aussi derrière. Mais il faut juste, on les fait dans l'ordre, hein, quand même. Puis c'est pas de la Camelot. Enfin là, moi, je l'ai commencé à le feuilleter le John Woo. Voilà, il y a plein de trucs que je ne connaissais pas, que j'ai pas encore lu. Les interviews que t'as faites, je les avais pas vues. Donc tu savais pas sur Paycheck, tu sais. Non, parce que des fois, c'est vrai que tu t'as pas l'impression de te faire avoir, quoi. C'est quand même de l'info de première main, quoi. C'est cool. Bah, c'est sûr qu'en fait, voilà, l'idée en fait avec ces numéros-là, c'est un peu, mais c'est une idée générale en fait chez Capture Mag, hein, c'est vraiment d'essayer de le proposer le contenu le plus précis possible. C'est ce qu'on fait avec les longs podcasts aussi, hein, voilà. C'est vrai que en fait, comme on diffuse sur YouTube, on a beaucoup de commentaires généralement assez rapidement sur sur la chaîne. Ce qui fait qu'on sait quand les gens sont satisfaits ou pas satisfaits en fait de ce qu'on peut dire dans les podcasts assez rapidement. Sur les revues, on en a rarement en fait. On a envie de dire que d'un côté le fait que ce soit un succès, parce que ça a été un vrai succès, hein, cette campagne qui a été menée par Alain à la technique. Alain, merci à la technique qui est derrière moi. Et t'as un micro, Alain ? Toujours. Ah voilà, il y a toujours un micro. Pas toujours, non, il y a des émissions justement, voilà. Ah bah, quand tout le monde, quand la famille est réunie, ouais, je me mets un peu de côté. Je reste en cuisine. Bah, c'est surtout quand il y a plus de micro en vrai. Ouais, c'est ça. Mais voilà, donc Alain qui est là. Voilà, avec Tipeee, t'as bossé sur la campagne et tout. Enfin, c'est un gros taf. Et le truc en fait, c'est que on sait jamais en fait ce que ça va donner. C'est vraiment en fait. On pourrait se dire bon bah le fait que ça marche et que on ait fait plus de 200% et que voilà, avec quand même des exigences en fait financières importantes pour nous à notre niveau, on pourrait se dire bon bah ça plaît. Mais on aime bien savoir ce qui plaît à l'intérieur, donc n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont commandé, qui vont le recevoir, hein, à laisser des messages aussi en fait sur YouTube, même si c'est un peu hors sujet en fait par rapport à une vidéo qui arriverait. Il y a un formulaire, hein, aussi sur le site internet. Ah bah il y a un formulaire sur le site capturemag.fr, vous pouvez envoyer vos messages, vos petits retours, etc. Voilà, exactement, c'est vrai.
Et du coup, bah, en fait, ça nous fait juste rebondir sur un truc un peu important à chaque fois qu'on met un peu l'accent dessus sur les émissions. Mais c'est vrai, c'est que nous, tout notre contenu, il est gratuit. C'est-à-dire, vous pouvez avoir accès chaque semaine à un podcast. Alors, évidemment, pas la revue s'achète. Mais en fait, tout ce qui est sur Internet, c'est gratuit. Du coup, bah, le soutien est très important. On essaye d'avoir le même niveau de qualité sur à peu près tout ce qu'on peut produire en fait chez nous, quoi. Le soutien est essentiel, le soutien financier ça va de soi, mais aussi les partages, ça, et voilà, les gens qui font des s'abonner à la chaîne, ce genre de choses, quoi. Autour d'eux, dans leur entourage et tout. On le voit, hein, moi je vois des fois des messages comme ça de gens qui sont dans des discussions, quand je fais des recherches mots-clés Capture Mag, je tombe sur des conversations où tu as des gens qui renvoient vers tel ou tel épisode dans une conversation. Bon, ça fait un bien fou. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de mettre chaque mois, voilà, on sait que la vie n'est pas facile en ce moment avec l'inflation et tout ce qui s'ensuit, donc on comprend que c'est d'autant plus précieux ce que les gens nous donnent. Donc ceux qui ont les moyens, merci. Ceux qui n'ont pas les moyens, bah, juste parler, partager, ça nous fait aussi autant de bien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui compte, bah, c'est tout, en fait. C'est le partage, c'est l'abonnement, c'est ce genre de choses, en fait. Le fait de nous faire remonter dans vos flux de réseau, enfin, ce genre de choses, quoi. Donc voilà. On va passer à notre sujet Supercop principal. Supercop. T'as envie de l'appeler Supercop, celui-là? Bah, t'as décidé que... Alors, pourquoi? Alors, déjà, pour commencer, pourquoi Police Story 3, Supercop, et non pas Police Story 1 ou 2? On pourrait, hein, en fait, on aurait pu faire ça, mais ça sort en fait chez le Chat qui fume, donc je montre, hein, c'est un très beau Blu-ray 4K. Je sais que c'est pas forcément flagrant comme ça, mais le Chat qui fume. Tu l'as prononcé un peu vite, on aurait dit Chat qui fume. Jackie Chan chez Chat qui fume. Quoi? C'est quoi ça? Quoi, Rafik? Je deviens sourd, alors du coup j'entends des choses, quoi. Alors le Chat qui fume, voilà. Rafik. Ouais, nos copains du Chat qui fume qui sortent pas mal de films, de Blu-ray, enfin etc. et qui sont assez éclectiques, on va dire, dans leur choix. Donc c'est vrai que nous on n'achète pas forcément les Catherine Breillat pour en parler dans Stéroïde, mais on a acheté Police Story 3 Supercop. On leur a acheté ce très très belle édition avec beaucoup de bonus et le film en 4K. Et moi, alors j'aime beaucoup Police Story 1 et 2, hein, c'est des super films. Hein, et d'ailleurs, je vais même pas me mesurer un comparatif entre les trois films. Hein. On peut dire que le 2 il a il y a un peu en dessous, il y a une séquence incroyable. Ça dépend quel cut t'as vu aussi, parce qu'en fait, c'est un film qui a été très coupé en France en fait quand il est sorti. Donc il y a deux cuts, hein, il y a vraiment un cut. Moi je connais que le cut René Château. Ouais, ah bah non, il y a une version longue. Mais après, je sais plus s'ils avaient coupé beaucoup de scènes d'action, mais en tout cas, il y a une version longue et tout. Le truc, c'est que on n'a jamais parlé de Jackie Chan. Alors. On va expliquer pourquoi on n'a jamais parlé de Jackie Chan. Or que je vais expliquer pourquoi on n'a jamais parlé de Jackie Chan dans Steroids the Podcast et dans Steroids tout court. C'est que quand on a lancé Steroids, c'était une émission vidéo avant tout, avec ce bon vieux Baptiste à la voix off, avec Cédric Fontana notamment au montage, à la création et tout, Alain à la prod et tout. Et en fait, le truc, c'est que il y avait la volonté de faire une vidéo sur Jackie Chan, évidemment, mais voilà, on est comment dire, à un moment donné, il faut savoir reconnaître en fait certaines choses, quoi. Nos maîtres. Hein? Quoi? Nos maîtres. Voilà, et il y a la fameuse vidéo de tu vois, Tony Barr, de Tony Zhu, voilà, qui lui n'a plus quasiment fait plus de vidéos. Je crois qu'il en a refait une récemment, mais il a fait une vidéo effectivement parfaite sur Jackie Chan. Et là, t'es emmerdé parce que tu dis qu'est-ce que je vais raconter. Qu'est-ce que je vais faire de plus, je veux dire, voilà, surtout que quand toi t'apprends des trucs en fait en regardant la vidéo. Donc la vidéo était assez, comment dire. Après, on pourrait dire qu'elle n'est qu'en anglais, mais bon, en réalité, elles sont sous-titrées aujourd'hui. Tu vas pas répéter les mêmes choses. Et l'autre truc, c'est que c'est une vidéo qui a cartonné sur le net. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Hein, où Tony Zhu explique clairement en fait ce qui fait la distinction entre le Jackie Chan en fait qui fait des films à Hong Kong, qui faisait des films à Hong Kong, et le Jackie Chan qui fait des films aux États-Unis. Et en fait, le degré de maîtrise et de perfection en fait qu'il pouvait mettre quand il était le seul maître à bord à l'époque, vis-à-vis de la grosse machine hollywoodienne. C'est un des éléments, en tout cas, de clé de son analyse. Et c'est hyper pertinent, il le fait en images. Enfin, voilà. J'ai longtemps cherché un sujet annexe
en fait, pour parler de Jackie Chan dans une vidéo stéroïde. Et j'ai pas trouvé. Puis finalement, en fait, la sortie en fait de Police Story 3 chez le chat qui fume, Rafik, voilà, nous permet de dire bon bah écoute, à un moment donné, il faut crever l'abcès, puis il faut vraiment parler de Jackie Chan. C'est quand même c'est Jackie Chan, merde. Voilà, c'est tout quoi. C'est une partie de notre vie de cinéphile, ça c'est sûr. Et puis c'est quelqu'un qui a clairement bercé nos années d'adolescence. Moi, j'ai pas découvert le cinéma de Hong Kong à travers lui, mais par contre, c'était la porte ouverte. Je sais que pour des gens qui étaient moins cinéphiles, c'était le truc que tu pouvais partager avec tes potes, quoi, sans aucun problème. Dans les vidéoclubs, ça a été un carton dans les années 80. Enfin, le Marin des mers de Chine, tous ces trucs-là, ça a été comment ça s'appelle, Opération Condor. Enfin, il y a eu des tas. Ça, c'est sorti en salle et tout, hein, Opération Condor. Hein, mais Story 3 aussi, d'ailleurs. Hein. Mais c'était surtout du marché vidéo. Oui, mais c'est bien de le rappeler, en fait. Qui a été le vrai cinéma d'exploitation des années 80, très clairement, le vidéoclub. Et puis surtout, la cassette, ça te permettait de remettre la cascade en boucle, quoi, parce que c'était quand même le facteur wow assez régulier, le plaisir de voir un mec prendre des risques aussi insensés juste pour nous faire plaisir, quoi. C'est ça, et puis en fait avec les moments où t'as ce, comment dire, enfin... En fait, t'as tout ce truc autour. Je vais pas mettre une pièce contre le gars, mais en fait, t'as tout ce trip en fait autour de Tom Cruise en fait qui fait ses cascades, à qui le mieux, etc., qui est vraiment balancé à toutes les sauces en fait en promotion. Et encore une fois, on dit pas qu'il fait pas ses cascades automatiquement, c'est juste qu'on dit qu'il fait pas toutes ses cascades et qu'en fait les mecs ne disent pas exactement dans quelles conditions il fait ses cascades et patati et patata. Et du coup, Tom Cruise, est-ce qu'il s'est pris un hélicoptère dans l'épaule droite? Ben voilà. En fait, le truc, ou même en fait s'éclater la tête contre un comment t'appelles ça, contre un bout de mur en fait, et vraiment être à deux doigts de ramasser ce qui s'était passé sur le Marin des mers de Chine. Le Marin des mers de Chine, c'était une des pires. Un des trucs où ça lui est passé à ça du cerveau en fait, et qu'il a failli vraiment crever, quoi. Et le truc, c'est que quand t'as grandi avec ça, quand t'as grandi avec Jackie Chan et avec les fameux génériques de fin, si tu veux, où il te montre ces choses-là, bah tu te dis Tom Cruise, bon, puis pipote un petit peu, Tom, un petit peu, hein. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Voilà. Et le truc, c'est que il y a alors. En toute réalité, c'est un super film, Police Story 3, encore une fois, je précise. C'est peut-être pas le meilleur film pour démarrer sur Jackie Chan, en fait, on va dire, des podcasts, en fait, dans le sens où... Ah oui, pour les podcasts, ouais, dans le sens où, tout simplement, en fait, voilà... la formule, elle a été placée, elle a été faite. C'est évident que le premier Police Story avait plus un côté nouveauté quand on l'a découvert, parce que on sortait du Jackie Chan Wuxi Appian, de type La Hyène Intrépide et compagnie, quoi, et à l'époque les gens, en tout cas à Hong Kong, s'étaient demandé est-ce qu'ils transformeraient l'essai sur des films contemporains, et puis en réalité Police Story, ça a été une telle hallucination et un tel carton surtout, que oui, évidemment, et c'est devenu du coup la formule, donc c'est vrai que le 3, on pourrait penser que c'est un film un peu particulier aussi, Police Story, parce que c'est un film urbain, dont toutes les cascades en fait sont dans ces logiques urbaines, ce qui est un peu moins le cas de Police Story 3, je trouve, en fait, enfin beaucoup moins le cas même. Et puis je pense qu'il y a l'arrivée parce que les deux Police Story, c'est Jackie qui les a réalisés. Alors tu me diras, Stanley Tong, on peut peut-être se dire que c'est comment dire, finalement il passe les plats pour Jackie Chan, mais en réalité il y a quand même quelques apports intéressants. Ouais, mais il salope pas le boulot. Ah non, alors ça c'est important quand même. Sur Police Story 3. Après il y a des films derrière, si tu même veux. Contre-attaque, ça va, hein. Ouais. Oui, alors il y a des super trucs, encore une fois, on n'est pas dans Rush Hour 2, quoi. Mais en fait le truc que je voulais dire surtout, c'est que c'est un film de son époque aussi, c'est-à-dire, alors on va pitcher en fait parce que j'ai l'impression que d'un seul coup j'avais lâché une caisse devant tout. Non, c'est bien. Puis en plus on va pitcher Police Story 3 parce qu'il y a aussi quelque part une entre guillemets une nouveauté par rapport à celui-ci, qui est une thématique. C'est le retour à venir de Hong Kong à la Chine, quoi. Exactement. Donc Police Story 3, en gros 92.
donc le héros est devenu un super cop manifestement, et le gouvernement, les forces, les services secrets britanniques et les services secrets et la police hongkongaise sont en train d'essayer de démêler une sorte de trafic qui a lieu entre la Chine Pop et Hong Kong. Et l'idée, c'est d'envoyer des flics en undercover et de les faire travailler avec des policiers de Chine Pop. Et en gros, dans un camp de prisonniers dans lesquels en fait ils sont en train de il leur faut leurs meilleurs flics et donc alors, j'ai pas les termes, hein, le préfet je crois et le brigadier, enfin bref, le commissaire divisionnaire. Mais non, mais c'est intéressant parce qu'en fait ils embobinent le héros, c'est-à-dire qu'en fait il y a toute une séquence où pour le convaincre d'accepter cette mission, ils lui font croire qu'ils ne veulent pas qu'il le mettre sur cette mission. Et ils prennent soin de laisser la porte ouverte pour que ça lui arrive à l'oreille. En fait, ils le manipulent. Qu'il choisisse de lui-même. Ouais, en fait. Il joue sur son manque d'humilité pour le piéger. Donc du coup, j'ai plus le nom du héros. Pour moi, c'est Jackie Chan. Donc, non, mais Jackie, non, c'est pas son vrai nom dans le film en plus. On lui fait rencontrer. Donc, comment t'as dit? Kakui, oui, c'est ça, oui. Ouais. Qui donc est en couple avec la plus belle asiatique de l'époque, Maggie Cheung, qui est vraiment craquante quand même. Donc elle a 2 scènes dans celui-là, hein, contrairement à oui, mais bon, on s'en fout, elle colore le film. Ouais. Non, mais c'est vrai que son autre scène est un peu plus embarrassante. Bon bref, donc il part en mission pour rencontrer son homologue chinois qui s'avère donc être une femme, ce qui surprend notre héros un petit peu machiste. Et cette femme, c'est pas non plus n'importe qui, c'est Michelle Yeoh. Qui à l'époque avait mis un frein dans sa carrière. Mariée, ouais, c'est ça. Elle s'était mariée au producteur. Comment il s'appelait ce producteur? J'ai plus le nom, mais voilà. Ça s'était un peu mal parti en autre boudin, donc voilà. Donc elle revient à l'écran et elle joue donc un officier de Chine populaire qui va former et travailler avec le héros pour l'infiltrer. L'infiltrer, ça veut dire en fait le faire passer pour un gars qui va faire libérer un gangster d'un camp de prisonniers. Ça, je me rappelle de son nom, c'est Panthère. Ouais. Et en fait, en mode l'enfer est à lui pour ceux qui ont un peu de background cinéphile, ou y a-t-il un flic pour sauver Hollywood Mais c'était avant la reprise, y a-t-il un flic pour sauver les Hollywood autres. Donc voilà, de trucs d'infiltration, on se fait passer pour un bad guy pour approcher le bad guy. Et donc après c'est parti pour une série de cascades et de vilains méchants trafiquants de drogue et de grosses explosions et de scènes d'humour, parce qu'en fait il faut pas oublier que c'est un peu, enfin c'est aussi le nerf de la guerre chez Jackie Chan, c'est vraiment le comédie action quoi. Mais c'est d'ailleurs le truc qui lui a permis à lui de se distinguer à une certaine époque en fait de l'énorme influence. Ce que tu disais, je n'ai pas découvert le cinéma de Hong Kong avec Jackie Chan, mais la réalité c'est que je pense qu'on a tous découvert le cinéma de Hong Kong en France, vu notre âge canonique, tu vois, avec Bruce Lee. Et l'ombre de Bruce Lee est extrêmement importante dans le cinéma d'arts martiaux, évidemment. Et donc, du coup, et à Hong Kong encore plus qu'ailleurs, quoi. Et Jackie Chan, en fait, lui, sa manière de se démarquer, c'est justement, en fait, d'avoir joué sur l'humour, les grimaces, le burlesque, le Buster Keaton, en fait, le Harold Lloyd, en fait, dans le cinéma d'arts martiaux. Et c'est son génie, en fait. C'est vraiment son truc, voilà. Alors, évidemment, sur ce point spécifique, alors moi il y a des scènes que j'adore qui me font vraiment hurler de rire dans les films de Jackie, mais de Jackie Chan, mais le truc c'est que il faut avouer que celle de Police Story 3 c'est pas les plus c'est un peu rigolo quand il découvre ça, enfin quand t'as tous les flics qui se mettent en place pour jouer sa famille, si tu veux, et donc t'as le commissaire ou je ne sais plus qui, le préfet, tu vois, qui se fait passer pour sa mère ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est moi ça des gens simples. Ça va. Moi, ce qui me fait le plus marrer, c'est vraiment le slapstick pur jus. Bien sûr. Et donc, quand tu fais du slapstick avec des super cascadeurs, ça donne des choses hallucinantes. Enfin, je sais que moi, il y a un moment qui me fait vraiment
marrer et en même temps qui fait super mal, c'est la pauvre Michelle Yeoh en fait tous les deux ils sautent Jackie Chan saute dans une cabane en bambou à travers une espèce de fenêtre, mais dans son saut il ferme le volet quoi, et elle saute derrière lui, elle se rétame le truc et tout, et là pour le coup on est vraiment chez les burlesques originaux à la Buster Keaton et tout, avec des trucs qui font super mal quoi. Ouais. Non mais voilà, donc il y a là on part un peu dans tous les sens, hein. Il faut voilà, mais un peu parce qu'en fait on était arrivé effectivement comme tu dis à ce moment-là dans Toy Story 3 à un pic quand même de la formule, c'est-à-dire que en gros on savait ce qu'on allait voir en allant voir ça, mais comment dire, alors c'est pas forcément le plus flagrant ce que tu disais en fait sur le vidéoclub et sur le fait d'user les cascades et de les revoir. En fait, je me rappelle avoir vu une vidéo, un entretien avec David Leitch, qui est le réalisateur, un des réalisateurs du premier John Wick et qui ensuite est allé faire tout un tas de films d'action avec et qui est un ancien cascadeur le gars. Hein. Et qui en fait un type qui dit en gros qu'il doit tout à Jackie Chan, etc. Et en fait il expliquait dans cette interview que en fait il avait un super cut en VHS de toutes les scènes d'action. Ce qui pour moi en fait m'a fait dire ah ouais, en fait c'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire dans tes films. c'est parce qu'en fait tu t'as analysé que les séquences d'action et donc du coup c'est pour ça que le reste c'est complètement bidon quoi. Alors encore une fois, même si c'est très simple dans Police Story 3, ça reste malgré tout incarné. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. C'est pas le meilleur exemple, pour être tout à fait honnête, hein, pour être tout à fait transparent. Les changements les ruptures de ton sont parfois peut-être un peu extrêmes parce qu'il y a quand même des moments un peu glauques. D'ailleurs, le film avait été classé R aux États-Unis, je crois. Ça, c'est l'époque qui veut ça, parce que ça se veut beaucoup moins glauque que certains films de l'époque. Hein. Alors, c'est pas Crime Story, mais non, mais c'est pas à toute épreuve. C'est ça que je veux dire. Non, mais pour un film justement. Un crowd pleaser, un film grand public comme les Police Story avaient la prétention de l'être. Enfin, je veux dire, t'as un mec qui est tué à bout portant, t'as Jackie Chan qui tue des gens à la mitraillette, hein, à un moment donné. Et on s'excuse pas. C'est ça. Ouais. Non mais moi c'est parce que ça commence à me saouler les mecs qui s'excusent en fait, si tu veux, de tuer pour de faux dans les films. C'est ça. Donc il y a quand même des moments un peu plus sévères. Puis il y a aussi une scène où un type se fait noyer dans une piscine. Sous les yeux donc impuissants du héros, etc. Une nana, une blonde aussi, qui se fait piquer à la seringue, qui fait une overdose, et dont tout le monde se fout en fait dans le truc. Alors on voit pas l'overdose en question, mais on voit les gens rire d'apprendre qu'elle est morte, quoi. Mais on voit surtout aussi la réaction avant parce qu'ils doivent rester dans leur emploi de flics infiltrés, quoi. Lui et Michelle Yeoh. C'est ça. Et en fait tu les vois réagir au truc. Et ce que je voulais dire c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait t'as une thématique assez large. Encore une fois, c'est pas le meilleur scénar de l'histoire du cinéma, hein, loin s'en faut, quoi. Mais t'as une thématique assez large, en fait, si tu veux, sur la réunification, en fait, sur le rendu de Hong Kong à la Chine. C'est littéralement la dernière phrase du film. Hein. Oui. Voilà. T'as, mine de rien, un récit. En fait, qui avance sur certains aspects, qui avance en fait c'est pion, quoi, tout simplement. Tu sais quoi, je me demande si tous les gens, excuse-moi de te couper la parole, mais si des gens qui nous écoutent, je sais pas quel âge en moyenne voilà, est-ce qu'ils sont au courant de cette histoire de réunification, de ce que c'était, et à quel point ça a été important pour le cinéma de Hong Kong. Donc on peut peut-être le replacer vite fait, mais le fait est qu'en fait, Hong Kong c'était une concession. Donc ça, pendant 100 ans. Voilà, c'était resté au gouvernement britannique, et il y avait en gros un accord qui faisait qu'à une date donnée, le gouvernement britannique allait rendre cette concession à la Chine qui, entre-temps, avait basculé dans le communisme. Or, Hong Kong était assez clairement le lieu le plus capitaliste de tout le continent asiatique. En fait, il faisait partie du Commonwealth britannique, en fait. Donc, en fait, en gros, c'est un pays... c'est ultra libéral. En fait, on allait à Hong Kong pour faire de la thune, du flou, l'Angleterre en Chine. Voilà. Et cette idée de rétrocession à la Chine, ça a opéré vraiment comme une bombe à retardement sur les consciences, quoi. C'est parce que surtout qu'entre-temps il y avait eu les événements de Tiananmen qui révélaient un visage quand même assez criminel au gouvernement chinois. Donc quand même les Hongkongais ont un peu flippé. C'est pour ça qu'il y en a plein qui sont partis dès qu'ils ont pu au niveau du cinéma à Hollywood. Mais ce qui donnait au film de Hong Kong cette urgence. Tu lis l'interview de John Woo, parce que tu penses à lui, si tu lis l'interview de John Woo en fait dans le numéro, il dit que non. En fait, il y a un autre truc, c'est que
La grosse distinction, mais je fais vraiment une petite aparté, la grosse distinction, c'est que sa femme habitait en fait aux États-Unis déjà depuis longtemps. D'accord. Et ses filles sont nées, ses 3 enfants sont nés aux États-Unis. Je le savais pas. En fait, je l'ai appris en bossant et en parlant avec. Il faut que je lise ce Capture Mag. Ça va bien. Non, mais c'est intéressant et c'est vrai qu'immanquablement, ça a beaucoup joué dans l'état d'esprit de ces films-là, même quand c'était pas le sujet, on sentait qu'il y avait un compte à rebours, quoi. Exactement. Voilà. Et Police Story 3, donc effectivement, c'est le moment, c'est l'époque où ça commence à devenir explicite. D'ailleurs, par la suite, dans Crime Story, qui est lui un film beaucoup plus glauque avec Jackie Chan, le sujet sera à nouveau mis à jour, quoi. Mais c'est vrai que c'était intéressant parce que là, Police Story, c'est presque c'est un geste diplomatique, c'est une tentative de parler à la Chine populaire et dire bon, on va finir les uns avec les autres, donc autant commencer à abattre nos barrières. Ouais, et puis bon, c'est Jackie, tu sais, enfin. Non, mais c'est plutôt bien pensé, c'est bien fait. Ouais. Genre le mec, il se la joue un peu péteux et tout ça, genre je suis le roi du monde, il se retrouve devant une nana hyper sévère, très chinoise, Chine pop, quoi. Il est mis face à des combattants qui sont hyper disciplinés. Moi, j'adore les scènes avec les trucs d'entraînement et tout ça. Au début. Justement, le fait que lui, il se la pète et qu'il est face à des gars où ils se disent, mais attends, en fait, c'est tous des tueurs, quoi. Ouais. Je trouve que ça marche bien. Et d'ailleurs, le combat qu'on a à ce moment-là, pour moi, c'est un des meilleurs du film. Il est hyper lisible et il fait très mal. Ouais. Bah, et encore une fois, il raconte quelque chose. Il raconte exactement quelque chose. Ouais. Encore une fois, sans prétendre que c'est le scénar le plus élaboré même de chez Jackie Chan, en fait. Il y a des petits éléments en fait comme ça qui te font dire que voilà en fait. D'ailleurs, il y a Stanley Tong qui apparaît dans cette scène. Il fait un des lieutenants. Ouais. Bah, parce qu'il faut peut-être parler un peu de lui. Bah oui, Stanley Tong, en fait, c'est un ancien cascadeur. Voilà, même chef cascadeur sur certains films. Ouais. Effectivement, qui avait fait de la co-réalisation sur c'était Angel 3, je crois, avec Teresa Wu. Ouais. Et donc, il a réalisé un petit budget, enfin pas si petit que ça, mais un peu une production un peu indépendante qui était, comment ça s'appelle, le truc qui se passait dans la jungle. Tu me sèches là. Comment Stone Age Warriors. Ah, Stone Age Warriors, ok. Je l'ai pas vu. Voilà, moi j'ai vu que des photos, mais c'est une sorte ça a l'air d'être une comédie dans la jungle avec un couple. Je sens que les gens qui auront vu le film vont nous reprendre. Dire que je raconte n'importe quoi. Qui vont nous reprendre de manière générale parce que comme on n'a pas vu le film, mais très bien. C'est 7 jours, 7 nuits avec Harrison Ford. 7 jours, 7 nuits, ouais. Non, mais ça c'est un peu dans cet esprit-là, qui avait eu d'excellentes critiques, mais c'est surtout effectivement un chef cascadeur. Non, le truc, c'est que, comment dire, il a amené aussi à Jackie Chan, c'est tout con, hein, mais l'idée du storyboard. En tant que chef cascadeur, il sait aussi comment on filme des scènes d'action, comment ça doit se planifier et tout ça. Et quoi qu'on en pense, les Jackie Chan d'avant, c'était un peu... Pas la comme je te pousse, c'était toujours très bien fait, mais je sais pas. Après, il y avait quand même beaucoup de décisions de dernière minute, quoi. Ouais, mais ça, à la limite, en fait, le truc, c'est surtout que Jackie, il a cette capacité. Il l'explique très bien dans. Il a fait quand même beaucoup de documentaires à sa gloire, hein, Jackie Chan et tout. Donc My Stunts, My Name is Jackie Chan. Ouais, voilà, tu vois. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que il explique, et c'est très intéressant pour les gens comme nous, quoi, parce qu'il explique en fait très clairement le temps que ça lui prend de faire et refaire jusqu'à la perfection, en fait, si tu veux, ne serait-ce qu'un kick où il va balancer un coup de pied, le truc va tomber sur la jambe de l'autre, il va lui renvoyer sur la gueule, en fait, faire ne serait-ce qu'un truc qui serait censé être un gag, tu vois, qui passerait en 3 plans. Non, et puis de garder à l'image des accidents heureux, justement, du fait de toutes ces répétitions. Je sais que dans la baston, dans la prison chinoise, il y a un moment donné, je crois que c'est un flingue, un truc comme ça, qui fait un truc au premier plan, quoi, et ça tu peux pas le calculer, quoi. L'autre rapport en fait aussi de Stanley Tong aussi, c'est d'essayer de réfléchir à quel type de scène d'action en fait Jackie Chan n'avait pas vraiment fait à cette époque-là, quoi, et Michel Yeo en fait dans l'absolu, c'est-à-dire vraiment le truc, quoi. Il y a la scène du camp en fait de prisonniers.
c'est une fusillade absolument dantesque, quoi. En fait, c'est un truc avec des flingues qui balancent des flashs de bastos et tout. Non, ça c'est le camp de trafiquants de drogue. Oui, mais en fait, à la base, parce que le camp de prisonniers, ils ont l'ordre de ne pas leur tirer. Ceci dit, moi j'aime bien la scène du camp de prisonniers, ne serait-ce que pour cette idée d'exploiter le décor, et notamment lorsqu'ils doivent monter cette énorme pente poursuivis par les flics qui n'ont pas le droit de leur tirer dessus. Et en fait, que les mecs sont crevés, quoi. Enfin, et bon, c'est du slapstick, hein, mais ça marche bien. Et puis arriver de l'autre côté, de descendre comme ça avec comment on appelle ça, une tyrolienne, une tyrolienne. Sur un paysage là pour le coup incroyablement. Enfin, c'est le passage Hong Kong, parce que Hong Kong c'est peut-être la ville à l'époque la plus dense du monde, et tout d'un coup tu te retrouves devant ces paysages. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait Police Story 3 c'est plus du tout, en fait c'est un James Bond, hein. C'est plus du tout un film d'action urbain, en fait c'est un James Bond avec des cascades à la James Bond, et avec c'est d'ailleurs explicitement dit dans le genre vous allez envoyer James Bond, tu vois, on veut pas que les Anglais envoient James Bond. Mais le truc c'est que c'est parce qu'il était aussi dans cette période-là, Opération Condor, c'est ça aussi en fait en réalité. Et le truc en fait c'est que ce qui est intéressant, alors donc oui, ce n'est pas dans le camp c'est pas dans le camp de prisonniers, c'est dans le camp des trafiquants. Ce qui est intéressant, c'est que Jackie Chan, même s'il y a des fusillades dans ses films, en fait, il en avait pas fait des comme ça, enfin des trucs aussi. Là, c'est littéralement une scène de guerre, hein. Et donc en fait, les mecs se tirent dessus avec des rafales pas possibles. Il y a une très belle, ce que j'appelle moi une grenade atomique. C'est les grenades en fait qui explosent un peu plus que ce qu'une vraie grenade elle exploserait, quoi. Ce qui est quand même un très beau truc des années 80-90 qu'on a un peu perdu. Il y en avait une très belle par exemple dans Die Hard 2. Dans Die Hard 2, les mecs ils jouaient sur le fait qu'il y avait 5 grenades dans le cockpit, mais enfin bon, là t'as l'impression que c'est littéralement un champignon atomique à la fin et tout, quoi. Là c'est pareil, c'est-à-dire que t'as donc dans un moment de slapstick aussi, hein, d'ailleurs, en fait avec la même fenêtre qui se ferme et qui s'ouvre, qui se rabat comme ça. Ils font semblant de jeter des grenades. Ils font semblant de jeter une grenade, et en fait, elle comprend pas, puis elle l'envoie quand même. Ce qui fait qu'il saute de l'autre côté pour éviter l'explosion. Et là, t'as littéralement toute la baraque qui s'envole, quoi, avec une grenade qui explose, quoi. Tiens. Alors oui, tu peux dire qu'il y a des armes dedans, que voilà, tu peux justifier le truc, mais en réalité, j'appelle ça, moi, une grenade atomique. Voilà, Oui, mais il y a toujours une idée qui fait la différence. Là, elle est toute bête. On fait croire à Michelle Yeoh que son gilet pare-balles est truffé de dynamite. Donc tout le principe, c'est qu'elle puisse se battre sans que jamais elle reçoive de balles, en fait, quoi. Alors qu'elle a un gilet pare-balles. Donc le paradoxe est intéressant, et du coup, il y a toute une chorégraphie qui se fait entre elle et Jackie Chan par rapport à ça, notamment lorsqu'il est au sol et qu'elle tombe sur lui en tirant à la mitraillette, et qu'il l'attrape au dernier moment. Enfin voilà, le vrai plaisir de ces films-là, il vient pour nous, hein, je pense, il vient de ça, en fait, du ballet. Il y a ça, il y a l'idée que même si, Jackie n'avait pas vraiment trouvé un équivalent, en fait, féminin dans son cinéma à cette époque-là. Enfin, il y a des femmes dans ses films, mais et puis des femmes qui l'accompagnent, tu vois, et tout, etc., mais qui sont généralement plus source de comédie et puis de romances très, très, très chastes. Oui, et puis qui sont pas aussi athlétiques, mais même si Maggie Cheung, dans mon souvenir, elle avait quand même une scène qui faisait très mal dans c'était Police Story 2, hein, c'était elle. C'est possible, où elle tombe d'un scooter, mais c'est vraiment elle, ça se voit, quoi, et ça fait mal quand même. Mais bon, c'est pas Michelle Yeoh. Et en plus, là, c'est intéressant parce qu'il y a une cascade qui est faite par Michelle Yeoh, qui en fait est un hommage à une cascade de Jackie Chan dans le premier Police Story. C'est quand elle s'accroche à l'espèce d'ambulance là, et qu'elle doit éviter, en fait, elle est sur le côté, et elle doit éviter pendant le trafic tous les véhicules qui passent de l'autre côté. Donc ça, c'était la scène du bus dans le premier Police Story. Mais à la différence de Jackie Chan, qui est, comment dire, je sais pas comment dire, il fait souvent le crabe dans ses cascades, il est toujours en rond, en fait. Michelle Yeoh, son grand talent, c'est une sorte de danseuse, en fait, quoi. C'est ses grands écarts, ce genre de truc-là. Et du coup, ils utilisent ça dans la scène. Donc, elle fait pas exactement la même cascade, mais ça renvoie quand même. Ouais, puis c'est super, en fait, la façon. Parce que c'est une cascade qui a souvent été reprise à Hong Kong et tout ça, etc., mais quand c'est fait du Wushu. Voilà, pardon, je cherchais le nom, c'est Wushin, hein, c'est ça. Wushu, merci. Ouais. Le truc, c'est que elle, en fait, cette cascade, elle a souvent été reprise
Comment dire, quand c'est filmé par Corey Yuen ou par pire Wong Jin, tu vois, c'est souvent assez moche et tout ça, etc. Wong Jin qui aurait dû être dans le film, non? Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Je sais plus pourquoi il a pas pu se décommander, je sais plus. Bah, c'est un copain de Stanley Tong, en fait. Ah oui, ouais. Mais voilà, donc en fait, quand c'est filmé par ces gars-là, c'est un peu moins sympa que là, en fait, où c'est quand même. Parce qu'il y a une certaine ampleur, mine de rien. Mais encore une fois, comme les films de Jackie Chan de cette époque-là, hein, moi je suis désolé, mais en fait, il avait tourné dans le désert du Sahara, il avait tourné dans. Enfin voilà, il y avait vraiment une envie de France. Ouais, non, mais d'utiliser des décors, en fait. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, Stanley Tong le dit, hein, en gros, toute la scène à la fin sur le train et tout. À Kuala Lumpur. En fait, voilà, ils auraient pas pu le tourner, c'était à Hong Kong, en fait. Ils auraient jamais pu avoir, comment dire, la latitude pour faire ce qu'ils ont fait. Et évidemment, t'as Jackie qui est accroché à comment dire, un hélico. Bah, et c'est lui qui l'a accroché à un hélico parce que il refait la cascade de Belmondo du Gigolo, mais comme en mode plus quoi, puisque donc il est effectivement en mode accroché les plans qui durent. Bah là, mais dans le Gigolo, il est juste accroché sous l'hélicoptère, ce qui était déjà une magnifique cascade en passant. Mais là, l'idée c'est que l'hélicoptère descend le plus bas possible pour lui faire culbuter le décor et carrément arriver devant un train. Et ça, là, même s'il a des sécurités, etc., le coup du train, il est quand même chaud, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis évidemment, dans ces moments-là, t'as une petite musique elfmanienne, tu vois, comme ça, en fait, qui reprend un peu, comment dire, Batman et Darkman, quoi. Mais c'est Batman, je crois que c'est Batman. Mais sur laquelle ils ont mis des nappes supplémentaires pour essayer de cacher le... Pour la sortie américaine, ils ont changé la musique, ils ont mis une musique originale de Joel McNeely. Ah ouais. Je crois pas avoir jamais vu la version américaine, puisque justement, en fait, chez nous, il est sorti en salle, le film. Donc moi, je l'avais vu en salle à l'époque, et puis en fait, après, je sais plus, j'ai dû avoir les vidéos, les DVD, les trucs. Et à chaque fois, ça devait être un 10 de Hong Kong ou je sais pas quoi. Ça, c'était des trucs, en fait, c'est aussi l'époque où Jackie Chan se faisait acheter ses films par Miramax, remonter, dimension, tout ça, etc., recouper un petit peu. Donc c'était cool parce qu'on avait des laserdiscs, comment dire, voilà. Mais en même temps, en fait, c'était doublé, c'était voilà. Il y a un truc je me suis posé la question, est-ce que Jackie Chan avait conscience de rendre hommage à une actrice du slapstick? Parce que bon, on sait que c'est un gros fan de Buster Keaton et il l'a jamais caché, quoi, qu'il a complètement émulé le style de Keaton. Mais une des plus belles cascades de Michel Yeo dans le film reprend donc celle de la moto qui prend son élan pour sauter sur le train en marche. Ouais, non, mais elle est mortelle cette cascade. Là, elle est ouf. Surtout que ça a été raté la première fois. On voit le ratage dans les bonus, enfin dans le générique. Ça fait référence au malheur d'Hélène. Donc c'était une actrice qui s'appelait Helen Gibson, hein, une cascadeuse. Tu sais, les nanas qui faisaient du rodéo et tout ça, qui en fait a été une des premières cascadeuses hollywoodiennes. Et le concept de ces films, c'est qu'à chaque fois c'était une femme de la ville bien propre sur elle, qui se retrouvait dans des aventures aberrantes. Et donc qui était obligée de faire des cascades de malade. Et le coup de la moto qui saute sur le train en marche, elle l'a fait aussi. Ouais. Et je me dis, est-ce qu'ils étaient à ce point précis dans leur référence au slapstick pour avoir rendu hommage à possible, Helen Gibson? Ouais, je sais pas. C'est possible. Parce que c'est vraiment très peu connu pour le coup. Ouais. Même si à l'époque, c'était une actrice célèbre, quoi. Non, c'est possible. Et puis, en fait, j'imagine que, en gros... quelqu'un comme Jackie Chan, plus encore que Michel Yeoh dans l'absolu, hein, mais va en fait puiser son inspiration là-dedans, bah forcément en fait il veut se renouveler. C'est-à-dire que Jackie sortait quand même 2 films par an à l'époque, donc au moins un film par an. Donc voilà, mais moi je pense même plus 2 et 3. Et le truc c'est que voilà, enfin t'as forcément ça lui est forcément revenu, s'il l'a pas vu, ça lui est forcément revenu aux oreilles, etc. Faudra lui poser la question. Ce qui est marrant, c'est que je me suis retrouvé à un événement à Cannes il y a des années, pendant le festival, en fait, sur un événement où c'était Hong Kong à Cannes ou je sais pas quoi, et c'était un truc annexe, quoi, et je me suis retrouvé à interviewer tout le monde, en fait. Il y avait Stuart, il y avait Stanley Tong, il y avait Jackie. Bon, lui, évidemment, il était couru par tout le monde, donc c'était un peu difficile d'arriver à l'attraper. Tu pouvais c'était une conférence de presse, limite, quoi. C'était la star, quoi, tu vois. Mais tous les autres, j'avais eu des interviews, en one-on-one. Et en fait, j'ai failli parce que je fais pas pleurer que les gens qui travaillent avec Tony Scott. Je fais aussi pleurer Stanley Tong, quoi. Parce qu'en fait, je lui dis, mais... ce mot, du coup, on parle un peu de Toy Story 3, on parle un peu de Contre-Attaque et tout, enfin, du 4 et tout. Et je lui dis, mais pourquoi vous avez fait Mister Magoo, là?
Parce que, tu vois, c'est les, comment t'appelles ça, les 6 degrés de séparation avec les Sinisen, ils sont pas loin. Hein. J'ai cité Y a-t-il un flic pour sauver le président tout à l'heure. Non, c'est Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood. Et voilà. Et là, il avait quand même tourné une adaptation pour Disney. En fait, de Mister Magoo, qui s'est complètement planté, qui a un navet en plus. Oui, bien sûr, mais aussi parce qu'à mon avis, on l'a pas laissé faire. Ouais, pour moi, sur le papier, ça fait sens. Ces gars-là, c'est des types qui ont appris à gérer l'action, la chorégraphie et à la rendre lisible. C'est la force de ces films-là. C'est quoique sur Police Story 3, il y a des moments où on est à la limite dans les combats. Ça commence à aller un peu vite pour mes vieux os. Déjà à l'époque, j'avais du mal à suivre parce que les enchaînements de coups, ils sont magnifiques, hein, comme d'habitude. Bah, je pense que, en fait, mais ils vont quand même vite. Quoi. Ce que je vais dire ne va pas forcément être, c'est pas fondé. Automatiquement, en tout cas factuellement. Mais en fait, je pense que c'est des scènes qui sont tournées un tout petit peu plus vite, en fait. Oui, légèrement accéléré. Ouais. Mais vu le plaisir que tu prends justement à voir les enchaînements de coups, la façon avec laquelle ils utilisent tous les accessoires du décor dans leur combat et tout ça, pour moi, c'est mon kiff, quoi. Et dans celui-ci, il y a des moments, ça va un chouïa trop vite. Mais bon, après, en tout cas, je sais pas comment t'as relié ça à Mister Magoo, mais... Le fait est que c'est lisible parce que Mister Magoo, c'est basé que là-dessus, c'est du pur burlesque. Et t'es censé comprendre le danger tout le temps. Donc sur le papier, moi on me dit Mister Magoo, Stanley Tong, je fais évidemment, tu vois. Sauf que il faudrait des Stephen Chow, des mecs comme ça pour faire évidemment, ces films-là. Et d'ailleurs, enfin arrête de faire des 6 degrés de séparation, parce que le mec qui joue Panthère, c'est aussi le comment dire, le patron en fait de toute la turne dans comment ça s'appelle, Kung Fu. Donc c'est Kung Fu. Ouais. Moi je l'adore en fait parce qu'il a vraiment une tête de foireux, quoi. Ouais. Et donc en fait, là il est génial parce que c'est les gars tout maigres un peu foireux qui fument des clopes tout le temps et tout ça, etc. Et lui il est parfait en fait dans ce rôle, et du coup il est parfait dans le rôle de Panthère aussi, quoi. Ouais. Mais non, mais moi le truc avec Stanley Tong, c'est surtout que, donc je dis mais pourquoi vous avez fait Mister Magoo, et là tu sais, c'est quand même le mec le plus doux et le plus comment dire, la voix la plus soft en fait que tu puisses entendre, Stanley Tong. Et il se fait, mais moi j'adore les films de Disney, je voulais faire un film Disney, j'en pouvais plus. Enfin donc voilà, et en fait tu sens qu'il s'excusait en fait par alors que je lui avais même pas donné un, enfin je pense qu'il avait dû comprendre dans ma voix que dans ton regard que c'était pas un très bon film, quoi. Ouais. Tu vois. Mais c'était surtout, moi c'était comment on passe de Police Story 3 à Mister Magoo, quoi. Et puis même en bon qualitatif, j'ai envie de dire, hein. Voilà, quoi. Donc non, et voilà, donc moi j'estime personnellement que c'est un film qui mérite quand même son achat en 4K. Ouais. Je sais pas si le chat qui fume en fait on a encore, parce que c'est quand même aussi des tirages limités, hein, il faut le dire, hein, c'est un peu comme nos revues, quoi. C'est à un moment donné, c'est devenu tout ça, c'était des très grosses sorties internationales, et puis maintenant c'est devenu des trucs de niche. C'est-à-dire que déjà c'est un peu entre guillemets. Le film, c'est pas le film la niche c'est le support. Hein. C'est parce que les gens qui achètent aujourd'hui le Blu-ray, par la force des choses, on est devenu une niche. Mais bon, enfin sur des plateformes, ces films-là, ça continue à cartonner. Hein. Ouais. Je sais pas si ça sort sur des plateformes, c'est ça le truc en fait. Tu vois. En France en tout cas, tu vois, je sais pas. Mais je pense que Jackie Chan a le nom est resté. Ah bah là, du coup, il y a encore la possibilité d'un renouvellement public. Alors bon, est-ce que ça va se faire avec les Rush Hour? Ça serait dommage. Mais non, bah là, le truc qui est sorti aux États-Unis, c'est pas encore sorti en France. Ça sort cet été, je crois. C'est un Karate Kid. Hein. Il avait fait un espèce de reboot avec le fils de Will Smith il y a quelques années, il y a 15 ans de ça. Et en gros, comment dire. Mais par contre, il fait Miyagi, quoi. Il fait. Par contre, il y a Michel Yeoh, et donc tous ceux qui ont découvert Everything Everywhere All at Once peuvent se taper Super Cop pour voir de quoi la nana était capable. Pour de vrai. Parce qu'en fait, tu l'as vu Everything Everywhere All at Once. Je l'ai même vu 2 fois. Bah, elle lève la jambe, mais c'est pas elle, c'est quelqu'un en comment dire, en contre-jour, quoi. Donc, mais bon, elle a 60 et plus maintenant. Oui, non, Michel Yeoh, c'est pas ça le. Voilà, sur Police Story 3, c'est assez hallucinant. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Enfin, c'est l'égal de Jackie Chan, vraiment. Hein, dans le film, elle est formidable, quoi. Elle avait déjà quelques comment dire. Le sens du devoir, tout ça, fait des trucs à son actif et tout, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que non, franchement, elle déboîte. Mais voilà. Alors après, voilà, ce serait quand même cool qu'il y ait d'autres films de Jackie Chan qui sortent en 4K. C'est un truc qui est un peu plus, comment dire, évident.
chez les éditeurs anglo-saxons. Je sais pas comment ça se fait, j'ai pas forcément posé la question de comment ça se fait qu'ils ont récupéré Police Story 3, mais pas forcément le 1 ou le 2, alors qu'il y a des coffrets qui existent. En fait, je sais plus. Alors, chez Criterion, il y a le 1 et le 2. Ouais. Chez Criterion, c'était sorti, c'est peut-être pour ça, remarque, hein, c'est peut-être parce que tout simplement, en fait, le 3 est pas chez Criterion, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a aussi plein de sorties chez 88 Films. Tout à fait. Voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est sorti chez Criterion, les Police Story. Aux États-Unis, ouais. Non, c'est marrant. Mais c'est marrant de voir la bascule de ce cinéma populaire dans une idée d'un cinéma de prestige, quoi. Tant mieux, mais d'une certaine manière. Mais enfin, je crois que c'est Tarantino qui le classait dans ses 50 films, plus grands films de tous les temps. Oui, il fait carrément une référence en fait dans Kill Bill. En fait, à un moment donné, elle parle à Bill en fait, Béatrix quoi. Et elle lui dit, enfin la bride. Là. Et la mariée, et elle lui dit en gros pour toi j'aurais pu sauter en moto sur un train en marche, tu vois, sous-entendu je t'aimais tellement que, et c'est littéralement la scène en question quoi. Et oui effectivement il avait considéré que c'était les meilleurs. Alors après je sais, enfin encore une fois c'est discutable hein. Moi j'adore encore une fois les scènes d'action de Police Story 3, j'adore, le film il est super cool. Est-ce que c'est les meilleures cascades? Est-ce que c'est les meilleures cascades de Jackie Chan? Je veux dire, à un moment donné je me suis pas encore rentré dans il a une carrière tellement hallucinante, ouais. Moi je sais que la scène de Turbine dans comment ça s'appelle dans Opération Condor, dingue hein, tu vois. Non mais c'est vrai qu'il y a quand même des trucs là je sais que ça fait mal dans les cascades ratées, donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que Tom Cruise s'est pris un hélicoptère dans l'épaule, mais c'est vrai qu'il y a ce moment où sa cascade rate quoi, le truc de burlesque justement qui a été repris à Buster Keaton, du gars qui est sur le train et qui s'accroche à un truc d'eau pour faire le tour quoi, sauf que le truc ne marche pas ou marche mal, et donc il reste et donc il y a l'hélicoptère qui était sur le train, boum, qui lui rentre dans l'épaule, et là tu sens que ça l'a un petit peu secoué quoi. Ouais, mais mais c'est pas apparemment ça n'a pas été la plus dangereuse, enfin celle qui a vraiment failli mal tourner, on l'a aussi dans le générique de fin, c'est lorsque Michelle Yeoh saute sur la voiture en marche, sur le capot avant, et en fait elle a glissé, et il y a un assistant qui s'est jeté pour essayer de la rattraper, et en fait l'assistant et Michelle Yeoh sont tombés et ont failli passer sous la voiture qui était derrière quoi. Donc on le voit ça dans le post générique. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a quand même plusieurs Jackie Chan. C'est-à-dire qu'en gros, t'as le Jackie Chan qui fait la cascade, mais t'as aussi le Jackie Chan qui fait les scènes de baston de malade mental. Par exemple, on n'en a pas parlé, on en reparlera probablement dans une autre émission un jour, mais voilà, enfin, Drunken Master 2, il a des bastons, en fait, complètement dantesques, où en plus, bon, évidemment, comme il utilise l'alcool pour justifier, en fait, certains mouvements et tout, enfin, visuellement, c'est absolument dingue, quoi. Il y a ce moment où il court sur le tapis de braise aussi en fait, où tu fais waouh, ça fait mal et tout ça, et voilà, tout ça en fait, encore une fois c'est pas pour bâcher Tom Cruise automatiquement et gratuitement en fait, mais passer son temps à dire partout en fait, je suis là pour vous pour vous divertir. En fait, je me sacrifie pour vous divertir depuis 50 ans, patati patata. Bah, Jackie, en fait, il le dit pas, mais il pourrait très clairement le dire, en fait. Oh, si, il l'a dit, ça. Ouais, mais pas à ce point-là, et pas à chaque promo, et pas à chaque truc. Ça a été sa marque. Et d'ailleurs, à propos de marque, je fais une spéciale dédicace à Cédric Fontana, qui, lors d'un voyage à Hong Kong, quand même trouvé le moyen de me ramener un shampoing Jackie Chan. Et je crois que je l'ai encore. Ah ouais, tu l'as pas utilisé. Je l'ai pas utilisé, j'osais pas l'utiliser. Ouais. Voilà, on a juste la tête de Jackie Chan dessus. Mais ça, c'est ça qui est génial. Alors, c'est pas lui, je crois, qui chante la chanson de fin, mais à cette époque-là, il chantait aussi. Ouais. Donc ça, c'est quand même assez rigolo, parce que c'est quand même des clips assez rococo et tout, quoi. Mais voilà, non, mais Jackie, enfin voilà, respect, quoi. Il fallait qu'on lui tire quand même un peu notre révérence, parce que voilà. Ils ont remis le couvert, donc, en fait, avec Stanley Tong sur quelques films. Alors, Contre-attaque, c'est un peu un cran en dessous quand même, hein, pour être tout à fait honnête. Après, il y a des super trucs, hein. Il y a notamment la scène de baston avec l'escabeau, là, qui est super cool et tout. Après, ils ont fait The Myth. Jackie Chan dans le Bronx aussi avant. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, Rumble in the Bronx. J'aime bien. Mais moi, Rumble in the Bronx, ce que j'aime bien. Sympathique, ouais. Voilà, ce que j'aime bien dans Rumble in the Bronx, ça, c'est mon trip un peu. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est pas juste, alors est-ce que je vais m'accrocher à un hélico et puis en fait, la tête à l'envers et tout ça, c'est qu'en fait,
les mecs ils lui envoient des bouteilles tu sais, des bouteilles dans la gueule alors qu'il est dans une ruelle et tout. C'est ça aussi que j'aime bien en fait chez Jackie Chan, c'est qu'il fait un peu il est beaucoup plus large je trouve dans sa façon justement de c'est marrant quand tu parles de représenter l'action quoi. Ce cabot de contre-attaque, ça me fait penser que la première fois que j'ai vu Police Story 3, lorsqu'elle arrive au camp d'entraînement des forces spéciales chinoises, les gars utilisent des cerceaux acrobatiques là, ouais. Et j'étais absolument convaincu qu'on allait avoir une scène de baston en utilisant ces appareils là. Et ils le foutent dedans. Bon, et en fait, il y a juste un gag, mais il y a pas de, c'est pas utilisé. Du coup, ça se demandait si ça avait pas été envisagé avant qu'ils voient que, je sais pas moi, que c'était trop dangereux ou pas assez pratique. Possible, ouais. Mais en tout cas, et puis faut voir en fait comment, parce que tu utilises tes bras et tes jambes, donc en fait si t'es accroché au truc, je pense que c'est un peu difficile peut-être de faire plus que ça, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, j'imagine deux mecs en train de se battre autour de ce truc-là qui en même temps est en train de rouler. Bah, t'as une scène que moi je trouve bidon, hein, dans comment ça s'appelle Pirates des Caraïbes 2. Je me rappelle en fait je me rappelle très bien que en fait j'avais aucune envie d'aller voir ce film. Anecdote sortie de route totale même je dirais non mais anecdote en fait si la petite anecdote parce que t'es concerné Rafik, j'avais organisé une séance pour aller voir Little Man avec les frères Wayans. Tu te rappelles pas de ça? C'est dans ce titre. Et je vous avais dit allez venez on va tous voir Little Man qui avait l'air quand même gonzo nul tu vois, et en fait c'était complet parce que je crois que ça devait être à une séance de 10h 10 balles, je sais pas, un truc comme ça quoi. Et du coup on s'est tous retrouvés à la séance de Pirates des Caraïbes 2 que j'avais absolument pas envie de voir tellement j'avais détesté le précédent. Et en fait il y a une scène en fait comme ça où ils se battent sur les roues une roue voilà. Et en gros je me rappelle m'être dit putain mais 30 ans de Jackie Chan pour arriver à ce truc de merde en fait à l'écran et tout quoi, et voilà, et là tu l'as un peu ta scène en fait comme ça, mais désolé. Un peu bidon, quoi. Bon. C'est toi qui as fait la première digression, hein. C'est toi qui a on va revenir au cinéma, au vrai cinéma. Donc oui effectivement t'as raison de me signaler ça Alain, c'est Rumble in the Bronx, donc Jackie Chan dans le Bronx. Effectivement elle aurait pris à contre-attaque. Bon, The Myth, voilà, ce que je disais, là, c'est quand même bien lourdingue. Mais bon, le Jackie Chan du milieu des années 2000, moi, c'est un peu là où j'ai commencé à décrocher. J'en ai vu quelques-uns, hein, mais le problème, c'est que ça devenait un peu... Puis il y a l'entrée, en fait, il y a ce truc qui est un peu étrange, en fait, qui je trouve, en fait, un peu antinomique avec Jackie Chan, c'est l'entrée du CGI dans son cinéma où tu fais, voilà, tu vois, je veux dire, déjà, en fait, si tu veux, quand tu regardes les daubes américaines, là, genre le smoking, genre Jackie Chan a besoin d'un smoking pour foutre des coups de latte aux gens, tu fais, non, mais les gars, ça fait 20 ans que je regarde les films de Jackie Chan, arrêtez de me dire ça, enfin, me sortez pas ce genre d'ânerie, quoi. Si c'était John Cena, je veux bien, mais là, Jackie Chan, c'est pas possible, quoi. Les Rush Hour, les Shanghai Kid, moi, Shanghai Kid, c'est pas les pires, mais ça reste pas terrible non plus. Voilà, tu commençais doucement à te dire, bon, bah là, c'est devenu une star mondiale, en fait, internationale et tout, et ce qu'il était déjà en réalité à l'époque de Police Story 3 en vrai, enfin nous en France on le connaissait clairement. Oui, puis dans une administration probablement beaucoup plus lourde, tu l'as dit qu'ils auraient pas pu tourner la scène du train à Hong Kong, alors que déjà à Hong Kong tu fais un peu n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Voilà, moi j'ai pas une grosse expérience, mais j'ai vu une équipe de Hong Kong tourner à Paris. C'est le bordel. Enfin, je veux dire, c'est zéro autorisation. C'est vrai, voilà, on sur un plateau, n'importe quoi sur China White. China White avec Cynthia. J'apparais même dans le film. Mais le truc, c'est que c'est balèque, quoi. C'est vraiment balèque. Donc déjà, si les gars avaient cette idée et que même eux, ils pouvaient pas accueillir un tournage aussi dantesque que le final de Police Story 3 et qu'il fallait aller carrément en Indonésie pour se lâcher. Ouais, mais après, tu vois, c'est pareil. Autre anecdote dans le John Woo. En fait, John Woo raconte que pour les larmes d'aéro, en fait, à un moment donné, toutes les scènes de tir à la mitraillette, de rafale et tout, en fait, en gros, c'était pas simulé. C'est des vrais bastos qui tiraient à côté des gars et tout, tu sais, comment dire, Bah là, tu le vois. Et là, ils tournaient en Thaïlande, quoi, tu vois ce que je veux dire. Quand tu parlais tout à l'heure des explosions monstrueuses dans le camp de trafiquants de drogue, enfin, je veux dire, t'as des cascadeurs ils ont les cheveux qui chauffent. C'est clair, ça leur crame les fesses, quoi. C'est clair, quoi. Non, c'est magnifique. Donc, non, c'est cool, en fait. Ouais, c'est fait super cop.
Toy Story 3. Ça nous manque. En fait, Toy Story 3 Super Cop, il faut préciser qu'il y a une suite, une fausse suite, à ce qui est en fait un spin-off, qui était Super Cop 2, du coup, en fait, où c'était que Michel Yeo, et c'était son personnage, en fait, qui menait une autre enquête. Je sais plus une sidequel. Ouais, voilà, c'est ça. Pourquoi il s'appelle le Super Cop? Parce qu'en fait, c'était dans le Retour du Chinois, qui se faisait appeler Super Cop, et le Retour du Chinois, c'était la première tentative de Jackie Chan d'envahir le marché international. Ça s'était planté. Et là, en fait, avec celui-ci, parce qu'on peut le dire, enfin, Toy Story 3, pour moi, c'est vraiment le pic, quoi. C'est le triomphe, c'est le moment où le Jackie Chan qu'on aime, il est vraiment installé au niveau international. Alors, sur les vidéoclubs en Occident et en salle sur le continent asiatique, ça a été un méga carton à sa sortie. Même dans le rap américain. Pardon. La BO, il y avait une soundtrack américaine. Il apparaissait dans le vidéoclip là de l'autre. Warren G, c'est ça, etc. Bon, mais ça c'était pas après sa starification aux États-Unis. Non, c'était quand Miramax avait racheté musique, voilà, c'est ça. Film, c'est pour une musique. Parce que c'est pas New Line qui l'a distribué, celui-là, c'était Miramax. Il y a toute une BO avec du rap, du Tupac, etc., etc. Mais voilà, donc c'est un peu sa revanche aussi sur sa sur le chinois, sur le retour du chinois, en fait, sur les films américains, les films qu'il a fait avec Robert Clouse, avec James Gyllenhaal. Mais moi j'aime bien. En fait, on n'a jamais fait un épisode de stéroïdes sur un film de James Gyllenhaal. Le droit de tuer. Voilà, mais moi j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime bien parce que j'aime bien les films en fait où on tire un coup de fusil à pompe dans la gueule d'un mec qui passe par la fenêtre et fait une chute d'un immeuble de 5 étages et atterrit sur une bagnole et la bagnole s'éclate. D'ailleurs, moi je suis en fait il y a quand même des raisons pour lesquelles en fait on fait des émissions qui s'appellent Stéroïdes et c'est pour ce genre de raisons-là. J'ai pas repassé la scène au ralenti, mais il y a une actrice occidentale dans le film, enfin voilà, une des trafiquantes de drogue là, je crois que c'est une rouquine à un moment donné. Ouais, peut-être. Elle se retrouve dans la fusillade, elle se retrouve face à Jackie Chan et lui il se baisse alors que des gens arrivent. Bref. Et en fait, elle se fait défoncer à coups de shotgun. Ah oui. Mais elle part à 10 mètres dans le fond du plan et je me suis demandé si c'était la comédienne qui avait fait la cascade parce que pareil, c'est ok, d'accord. Ouais. Peut-être elle a été prise pour ça. Je sais pas, je vois pas qui c'est en fait. J'ai pas reconnu, je sais pas qui c'est non plus. Ah, voilà, donc c'est cool, il y a des coups de shotgun. Il y a tout dans Toy Story 3, c'est la vie. Voilà, c'est un super film. Donc Toy Story 3 qui est sorti, je le rappelle, chez Le Chat qui fume. Voilà, un Jackie Chan chez Le Chat qui fume. Un Jackie Chan chez Le Chat qui fume. Voilà. C'est sorti en 4K. Si vous vous dépêchez, il y en aura peut-être encore quelques-uns en fait disponibles, quelques exemplaires disponibles. Nous, on a sorti John Woo. Voilà, comme dans un film de John Woo. Voilà. Notre revue consacrée à John Woo. Ça sort en kiosque, c'est pas en kiosque, j'ai dit tout le temps en kiosque, c'est pas en kiosque, c'est en librairie, merci Alain. Fnac, en juillet. Amazon, etc. Voilà, le 2 juillet. Le 2 juillet, je crois, ouais, c'est ça. Et il y a quand même pas mal de beau monde, hein, parce qu'on a une interview exclusive de John Woo, mais 20 pages. Voilà, il y a aussi tous ses collaborateurs. C'est quand même un peu dans la même ADN de cinéma d'action aussi, hein, quelque part, différent, mais malgré tout, ça se rejoint. Et puis nous, on se retrouve graphique pour un autre film un jour, peut-être, qui sait. Tu vois, je veux dire, un autre Jackie Chan, un autre, tu vois, je sais pas, un James Gyllenhaal, mais ça, je pense que ça va te faire... Je t'en ai proposé plein, il y en a sur lesquels t'as encore des réserves. Des réserves, mais... Je sais pas que j'ai des réserves, c'est que... Mais là, en fait, vraiment, je scannais ma bibliothèque et je me disais, putain, mais c'est vrai qu'en fait, Jackie Chan, on en a jamais parlé, faudrait quand même, à un moment donné, arrêter de niaiser, quoi. Voilà. C'est fait. C'est bon. Merci Rafik. Merci Steph. Merci à vous tous. Merci à la technique. De rien. Et puis merci à vous tous qui nous suivez, qui nous soutenez sur que ce soit sur Tipeee, sur Patreon, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en vous abonnant sur cette chaîne ici. Voilà, on vous remercie grandement et on vous dit à bientôt.